Bonjour Jonathan. Bonjour Thomas. Mario Draghi, avant de tirer sa révérence, a encore frappé avec des déclarations qui n'ont pas laissé insensibles les marchés financiers. Oui, comme quoi on a encore besoin de Super Mario. Heureusement qu'il était là ce matin parce qu'il a poussé les marchés financiers vers des sommets, pour les marchés actions en tout cas. Qu'est-ce qu'il a dit alors? Alors, il a dit que la Banque Centrale Européenne était prête à en faire plus pour lutter contre l'inflation. Quelque part aussi donc pour la croissance qui est en berne. Quand vous dites lutter pour l'inflation, c'est pour ranimer la flamme surtout, parce que d'inflation, il n'y en a pas question pour l'instant. Alors pour faire augmenter l'inflation, oui, la BCE en fait. Non mais quand on dit lutter, c'est lutter pour la voilà. Contre la baisse de l'inflation. Excusez-moi, j'étais un petit peu vite en fait. Le risque pour la BCE, c'est que l'inflation ne baisse trop, qu'on soit en déflation. Elle a un objectif d'une inflation à 2%. On s'en éloigne. Elle est sortie à 1,2% dans la zone euro au mois de mai. Elle est en forte baisse. Il y a un an, elle était à plus de 2% l'inflation dans la zone euro. Et donc il est important en fait de relancer la machine pour que les prix repartent à la hausse. On sait que l'inconvénient des prix qui baissent, c'est vraiment un ralentissement économique très fort, une récession, parce que les gens arrêtent d'investir, arrêtent d'acheter, arrêtent de consommer. Ils se disent que dans un mois, dans quelques mois, dans un an, les prix seront plus bas, en fait. C'est pire que l'inflation ou que même un peu trop d'inflation. C'est-à-dire que là, c'est vraiment tout s'arrête et on attend en effet de profiter de demain moins cher. Alors, donc ça a eu des conséquences très concrètes puisque, on va le voir, hein, vous nous avez apporté le graphique sur les taux d'intérêt, notamment allemands et l'OAT français. Oui, alors sur le graphique, on voit les taux d'intérêt français à 10 ans et à 5 ans. Voilà. Je voulais vous montrer l'écart entre les deux. Parce que d'accord, c'est le spread entre le 5 ans et le 10 ans. Voilà, la courbe en hausse, c'est le taux à 10 ans. Et on voit que le taux à 10 ans ne fait que baisser depuis 10 ans, justement, depuis 2009, depuis la crise des subprimes, où on était au-dessus de 3-4%. On est, depuis 5 ans, en dessous de 1%. On a du mal à dépasser ce seuil symbolique des 1% sur l'OAT à 10 ans. Et aujourd'hui, le taux est passé sous les 0%. On ne le voit pas sur le graphe parce que c'est arrivé après qu'on ait fait le graphe. Dans la journée du 18 juin, donc, on est passé à moins 2, moins 3 centimes. Et le taux à 5 ans pour l'État français est à moins 50 centimes, moins 0,5%. Ça veut dire que l'État français emprunte et on lui donne 50 centimes par 100 euros empruntés. Exactement. C'est-à-dire que si l'État français emprunte 100 euros, il rembourse 99,5 et non pas 100 euros. C'est le monde à l'envers. En effet, je crois que le taux à 10 ans allemand, ce matin, est tombé à moins 0,3. Donc là aussi, c'est assez, ça défie un peu les lois de la gravité traditionnelles telles qu'on les apprend sur les bancs de l'école. Et donc Mario Draghi dit, ben voilà, on peut encore continuer dans cette direction. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est de se dire, voilà, quelles conséquences pour les prix des actifs, et on va s'intéresser aux actifs immobiliers. Parce que le réflexe, c'est de se dire, bon, si ça continue à descendre, bah, les prix de l'immobilier vont continuer à monter, hein, c'est inversement proportionnel. Oui, tout à fait. Alors, quand on regarde les taux des crédits immobiliers, ils sont publiés par la Banque de France, qui regarde l'ensemble des banques françaises qui prêtent aux ménages lorsqu'ils achètent un bien immobilier. On voit que les taux des crédits baissent assez peu, en fait. En 2018, ils sont passés en moyenne de 1,60 à 1,50. Donc, ce que vous dites, c'est que les taux de marché ne sont pas répercutés sur les taux bancaires par les Non, ils sont que faiblement répercutés. L'intégrale de la baisse est conservée comme marge pour les banques, mais les particuliers ne profitent pas de la baisse des taux de marché lorsqu'ils achètent de l'immobilier. Bon, c'est un peu logique, il y a un seuil de douleur pour les banques, sinon elles n'ont plus du tout de marge. Hein. Oui, alors il y a une raison même mathématique. C'est parce que, vous savez, on en parle souvent, les Français laissent de plus en plus d'argent sur les comptes courants. Or, les banques, ça correspond en fait au coût de la ressource des banques, hein, qui sert à financer les crédits immobiliers. Les dépôts sont tellement importants que les banques n'ont pratiquement plus besoin maintenant d'aller sur les marchés financiers pour refinancer les crédits immobiliers. Les dépôts, à eux seuls, servent à financer les crédits immobiliers. Or, les dépôts, eux, ils sont figés, ils sont à 0%. Et donc, ils ne peuvent pas répercuter la baisse des taux de marché parce qu'ils ne vont plus pratiquement sur les marchés pour se refinancer pour les crédits immobiliers. D'accord. Donc, ça veut dire qu'il y a une décorrélation entre les taux immobiliers pratiqués par les banques et les taux de marché, même si ceux-ci continuent à baisser.
Ah, il y a une décorrélation qui est assez marquée, effectivement, et qui pénalise les ménages. Et qui pénalise aussi l'efficacité de la politique monétaire d'une certaine façon, parce que finalement, on voit bien que bon, bah, voilà, une fois qu'on a atteint le sol, on ne peut pas le creuser indéfiniment. Effectivement, donc ça c'est une piste de réflexion pour la BCE. Mario Draghi en a un petit peu parlé ce matin. Il a dit qu'il regarderait pour faire baisser les effets secondaires de sa politique monétaire. Donc comment aider les banques lorsqu'elles prêtent à l'économie réelle pour qu'elles répercutent un peu plus la baisse des taux de marché. C'est le but de la BCE. Hein, tout à fait. Alors, l'autre conséquence, c'est de se dire si les taux pratiqués par les banques restent plus ou moins stables, hein, 1,5% en moyenne, est-ce que ça va avoir un impact sur les prix de l'immobilier? Est-ce que ça veut dire qu'on atteint un pic aussi sur les prix? Alors, pour autant, lorsqu'on regarde les prix de l'immobilier, on ne voit pas du tout de stabilité. À Paris, par exemple, l'année dernière, les notaires nous disent que les prix en moyenne ont augmenté de 5,7%. Ils ne sont pas encore publiés pour le premier semestre, mais on s'attend à ce qu'ils soient encore en hausse, en tout cas pour le marché de l'immobilier résidentiel. Comment est-ce qu'on justifie ça, alors, cette dynamique qui perdure? Alors, il y a une vraie dynamique qui s'est installée sur l'immobilier, qui est en fait finalement assez indépendante de la baisse des taux, qui s'auto-alimente. Il y a des gens qui vendent à un prix plus élevé qu'ils n'avaient acheté et qui peuvent donc se permettre d'acheter à un prix supérieur lorsqu'ils revendent un bien. Donc c'est cette dynamique en fait qui explique la hausse et pas simplement la baisse des taux de marché, parce que c'est pas répercuté sur les taux de financement des particuliers. Et ça se voit aussi bien sur les bureaux que sur les résidences privées? Alors, sur les bureaux, je pense que la dynamique elle est un petit peu différente parce que là, c'est un marché qui est plus un marché d'institutionnels. Les institutionnels, ils ont le choix entre acheter des obligations d'État. Or, on vient de le voir, l'OAT est à moins 0,03. Donc, ils vont perdre de l'argent. Ça rapporte moins que l'inflation. Ce n'est pas intéressant pour un institutionnel. Il va comparer donc le taux de rendement qu'il a lorsqu'il achète un bien, lorsqu'il achète un actif immobilier de bureau. Le taux de rendement pour un bien de très bonne qualité à Paris intramuros, dans un quartier haut de gamme, est autour de 3% aujourd'hui. Donc avec la baisse de l'OAT, il a ce qu'on appelle la prime de risque qui est assez forte. Donc ça veut dire que les loyers suivent. Il y a toujours des gens pour payer des loyers qui augmentent et maintenir justement cette rentabilité de 3%. Oui, il y a des taux de vacances qui sont au plus bas, en tout cas à Paris, et qui expliquent qu'il y a un peu plus de tension maintenant sur les loyers qu'il y avait il y a quelques années. Donc si je suis votre raisonnement, on a finalement une information concernant les taux qui n'aura pas forcément de répercussion sur les prix du marché de l'immobilier. Oui, alors c'est aussi rassurant dans l'autre sens, parce qu'on se dit qu'un jour, peut-être les taux finiront par remonter. Est-ce que ça ne va pas casser la dynamique immobilière? Or, on voit que la dynamique immobilière s'est installée indépendamment des taux d'intérêt. Donc on peut penser que lorsque la BCE fera la marche arrière, devra remonter ses taux dans quelques années, il n'y aura pas d'impact négatif sur l'immobilier. En tout cas, si ça se passe progressivement. L'IFI ne mord pas sur ces prix de l'immobilier, l'impôt sur la fortune immobilière? On ne constate pas beaucoup d'impact. En fait, c'est vrai que quand on raisonne pour un particulier, on prend en compte ce qu'il paye comme impôt, donc on prend en compte son taux d'IFI. Mais si on intègre ça dans le calcul, on se rend compte que ça reste intéressant par rapport à d'autres placements. Encore une fois, par rapport à l'OAT, il n'y a pas l'IFI sur l'OAT, mais l'OAT est à 0. Donc, il vaut mieux avoir du 3% moins l'IFI que du 0. Merci Jonathan Lévy pour toutes ces explications. On se retrouve dans un mois pour la suite de nos aventures sur les marchés financiers et bien sûr ce baromètre de l'économie qui sont les taux d'intérêt qui sont à surveiller comme le lait sur le feu. On passe tout de suite à un autre compartiment, une autre classe d'actifs, le private equity.